invité en fait à venir ce soir pour reprendre un petit peu revenir un petit peu sur les événements de l'année passée et voir de quelle façon en fait les événements à la fois politiques qui ont un petit peu chahuté le cœur des chrétiens l'année dernière, de quelle façon en fait il y a un appel à l'intelligence qui nous est proposé sur les questions de l'identité masculine et féminine, sur ce que sont l'homme et la femme et ce que constitue un couple humain. Et il me semble qu'il y a une occasion qui nous a été donnée de se demander si le Seigneur n'a pas quelque chose à nous dire dans les événements actuels et qui serait intéressant de redécouvrir. Alors ce que j'aimerais vous montrer, c'est tout d'abord pourquoi il est si difficile de parler d'identité masculine et d'identité féminine, et pourquoi les questions qui portent sur l'égalité, la différence, l'égalité entre les sexes, la différence entre les sexes, l'altérité, pourquoi ces questions elles suscitent à tel point des polémiques, des débats et des crispations. Il faut reconnaître que dans ce domaine, tout ne relève pas de l'évidence autant qu'on aimerait le croire. Alors la question que je vais voir avec vous, ça va être la suivante, c'est est-ce qu'on peut dire ce qui fait d'un homme qu'il est un homme et ce qui fait d'une femme qu'elle est une femme. Alors la première réponse qui nous vient et qui semble être la plus immédiate, c'est tout simplement de regarder l'anatomie et puis de dire, ben voilà, il y a des organes sexuels, organes génitaux qui ne sont pas les mêmes chez l'homme et la femme. Donc voilà pourquoi on a un couple hétérosexuel, parce qu'il y a une anatomie qui est différente et qui permet la reproduction. Et moi j'ai souvent entendu, mais alors franchement jusqu'à au ras-le-bol total, l'année dernière, un argument qui consistait à dire, bah oui, dans la nature, bah, il y a des taureaux et des vaches, donc c'est normal que, voilà ce qui légitime finalement le couple hétérosexuel, c'est de regarder comment ça se passe dans la nature. Mais alors, au risque de vous surprendre, c'est que nous ne sommes pas des mâles et des femelles. Vous voyez, on ne peut pas parler de l'homme et de la femme en termes de mâle et de femelle. Il y a bien une différence dans l'espèce humaine entre le donné anatomique biologique et l'identité sexuelle. Vous voyez, vous n'allez pas rentrer chez vous ce soir en disant j'ai assisté à la conférence d'une femelle brune et moi j'ai pas l'impression d'avoir devant moi un public composé de mâles et de femelles. Donc en fait, vous voyez, on n'est pas tant que ça dans l'évidence, parce que les mots homme et femme, on les emploie spécifiquement pour l'espèce humaine. Donc les mots homme et femme, ils disent quelque chose de plus grand, de différent, d'autre que simplement les notions de mâle et de femelle. Donc ça nous fait comprendre que notre identité sexuée homme ou femme, elle tient pour une grande part de notre liberté et de la conscience que l'on va avoir du donné, qui est le donné anatomique et le donné biologique. Alors, ça c'est important, vous voyez, de faire crédit quand même à cette liberté qui est donnée à l'espèce humaine pour penser sa sexualité, parce que si on ne le fait pas, finalement on légitime des inégalités qui sont des inégalités biologiques. Si on regarde la nature, justement, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, la femme, elle a une masse musculaire qui est moins importante que celle de l'homme. On peut voir que la femme, par son anatomie, elle est plus vulnérable que l'homme. Elle a des contraintes qui sont liées au cycle qui est fatigant. Elle a des contraintes qui sont liées à la maternité qui peut immobiliser provisoirement ou durablement. Les naissances, ça écarte du monde du travail, ça met en dehors du mouvement, de la vie sociale pendant un moment. Donc finalement, si on calque l'idée qu'on a de l'homme et de la femme sur un prétendu donné naturel, eh bien, on pourrait dire que le terme sexe faible, dans ces cas-là, il a lieu d'être, et qui paraît tout à fait légitime. Et puis s'il est légitime, ben on ne voit pas pourquoi on confierait à un sexe faible la conduite des nations, la direction d'entreprise et même la simple organisation d'une famille. Vous voyez ? Donc on est bien obligé de repenser la vision qu'on a de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme
si on ne veut pas se contenter d'un calque, vous voyez, du calque du biologique. Et puis, j'ajouterais une dernière chose, c'est que il semble que le combat, vous voyez, des mouvements féministes qui, à la fin des années 50, 60 et 70, se sont dit il faut lutter contre cette domination masculine, il semble du coup que ce combat des féministes, il ait eu réellement sa légitimité. Vous voyez, l'idée qui a prévalu, c'était que pour sortir d'une domination masculine que l'on pouvait voir dans la société dite patriarcale, il fallait changer de modèle, de façon de voir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Et l'idée qui a prévalu, c'est de se dire, si être un homme et être une femme, ça n'est pas simplement du biologique et de l'anatomique, c'est que l'identité en fait féminine, elle s'est construite à travers l'éducation, elle s'est construite à travers les rôles qui ont été transmises aux petites filles et aux femmes, rôles qui en fait finalement les ont desservis. Alors on a appris aux petites filles à plutôt être belles, jolies, soumises, gentilles, douces et agréables, et puis on a appris aux hommes plutôt à avoir de l'autorité et à prendre la tête des entreprises et avoir un rôle économique et social. Donc les féministes se sont dit, finalement, l'identité sexuelle, c'est une histoire de fonction, c'est une histoire de rôle, c'est juste une histoire de compétences que l'on transmet aux uns et aux autres, parce qu'on a l'idée que la biologie devrait finalement prévaloir. Donc, on arrive maintenant, vous voyez, à cette idée finalement que la notion de sexe, elle doit être remplacée par un terme qui lui gomme absolument tout ancrage biologique, qui est le terme de genre. Et justement, la notion de genre, elle permet de nous dire l'identité sexuelle, elle tient pour beaucoup à la liberté, à la construction et à la transmission sociale et éducative. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que si on renonce au biologique comme étant un marqueur d'identité, dans ce cas-là, ce qui va prévaloir, c'est les fonctions. Bon, mais si on parle de compétences et de rôles, rien n'empêche d'échanger et d'intervertir des rôles et des compétences. Vous voyez, si quelqu'un est capable de changer une couche, par exemple, il ne paraît pas impensable de lui faire changer un pneu. Si on est capable de descendre les poubelles jaunes, on est peut-être capable aussi de ranger le placard à linge. Vous voyez, si, je ne sais pas, on est capable de comprendre le fonctionnement d'une console de jeu, peut-être qu'on peut trouver le bouton marche et arrêt dans sèche-linge. Vous voyez, donc tant qu'on parle en termes de fonction et de compétences, du coup, tout doit pouvoir être interchangeable. Et du coup, l'idée des mouvements féministes, ça a été de se dire, et on le revoit encore maintenant, échangeons ces fonctions, en sorte que dans une société androgyne, finalement, on aura fait baisser absolument les inégalités. Et on arrive maintenant, alors ça je le développerai peut-être au mois de novembre, on arrive maintenant à l'idée selon laquelle si on indifférencie complètement ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, on rendra indétectable toutes sortes de différences et on rendra indétectables notamment les orientations sexuelles, et c'est de cette façon-là qu'on pourra mettre fin à la discrimination. Donc vous voyez, il y a cette idée derrière la présentation du sexe comme étant une affaire de rôle et de compétences qui sont interchangeables. Il y a cette idée qu'en interchangeant tout, on développera toutes sortes de différences, de compétences, de capacités, en sorte qu'on ne puisse pas faire de la différence sexuelle une différence plus importante que toute autre sorte de différence. Et je vais juste montrer le caractère finalement un peu circulaire et quasiment absurde de cette vision. C'est qu'une fois qu'on a expliqué à des femmes et à des hommes qu'être une femme, ça n'est pas changer des couches, ni changer des pneus, ni s'occuper de la chaudière, ni sa façon de marcher, ni sa façon de s'habiller, ni la façon de porter un bébé. Parce qu'un bébé, voyez, on dit que traditionnellement, les femmes elles portent plutôt les bébés contre le corps, et que les hommes, ils l'exposent au monde. Enfin, rien n'empêche un homme
s'il veut que son bébé ait tout ce qu'il lui faut et qu'il n'y a que 2 hommes à la maison, rien n'empêche qu'il y en ait un qui le prenne comme ça et puis l'autre qui le porte comme ça. Donc vous voyez, tant qu'on est à voir l'identité sous forme de rôle, de fonction et de compétences, tout peut être indifférencié et interchangé. Ce qui fait que lorsque une fille à qui on a dit ton identité sexuelle, c'est pas la façon de t'occuper des enfants, de t'habiller, etc. Lorsque cette fille-là se reposera la question, mais au fond, qu'est-ce qui fait de moi une femme? La seule chose qui va rester, qui sera visible, observable et discernable, finalement, ça sera l'anatomie. Une fois qu'on aura gommé tout ce qui relève de compétences qu'on peut finalement interchanger, la réponse qu'on aura, ce qui fait de moi une femme, finalement, c'est d'avoir des fesses et des seins. Donc, vous voyez, on en a un signe, par exemple, un symptôme, à mon sens, dans l'hypersexualisation des petites et jeunes filles. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'affirmation de soi comme femme, tout ce qui reste, c'est les talons de 12 pour avoir les fesses plus hautes et les coussinets dans les soutiens-gorge pour avoir des seins plus haut perchés. Donc c'est pas vilain, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est juste que comme affirmation de soi, c'est les moyens du bord. C'est dérisoire de n'avoir plus que ça comme façon d'affirmer son identité sexuelle. Et alors une fois que j'ai dit que être un homme et une femme, ça n'est pas simplement l'anatomique, parce qu'on n'est pas des mâles et des femelles, mais que si on fait d'identité masculine et féminine une histoire de rôle et de fonction, on aboutit à des contradictions, c'est-à-dire à un brouillage qui fait que finalement la seule réponse c'est on est des mâles et des femelles. Donc une fois qu'on a dit c'est pas l'anatomique, ça peut pas être non plus l'identité sexuelle quelque chose de purement construit, et on repose la question qu'est-ce qu'il nous reste à dire de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme. Alors il me semble qu'il y a un point qui est important et qu'on est obligé de reprendre, c'est cette fameuse question de savoir ce qui est dans l'identité sexuelle masculine et féminine, ce qui tient de la nature et ce qui tient de la construction. On vit en fait sur un malentendu posé sur le terme même du mot nature. Et ce malentendu, c'est ce qui permet d'avancer par exemple que le mariage, ça n'est pas une institution naturelle, parce que c'est une institution, et comme dans la nature, il n'y a pas d'institution, par définition, donc le mariage ne peut pas être une institution naturelle.